Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants, sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence. Mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes. Des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années. Et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Je reçois aujourd'hui Sandrine Saavedra, qui habite à la Colle-sur-Loup. Quand elle avait 6 ans, elle voulait devenir maîtresse d'école et elle faisait la classe à ses poupées et à ses nounours dans l'ancien poulailler de la vieille maison où elle habitait à Nice, sa ville natale. Elle est professeure de lettres modernes et a exercé pendant 4 ans dans un collège international de Sophia Antipolis. Elle est actuellement TZR, c'est-à-dire remplaçante, et elle espère obtenir un poste au Centre international de Valbonne. Sandrine aime profondément son métier, qu'elle considère comme une vocation. Elle a été prof des écoles près d'une vingtaine d'années, mais sans pouvoir s'investir dans des projets pédagogiques comme elle l'aurait souhaité, entre autres parce qu'à cette époque, elle élevait ses 3 enfants toute seule. En devenant prof dans le secondaire, elle s'épanouit dans de belles aventures en partenariat avec le CNRS. Sandrine Saavedra, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pris ce matin au petit déjeuner? J'ai pris un bol de fromage blanc avec quelques amandes et quelques morceaux de pêche. J'ai essayé de faire attention. Le maillot de bain me réclame une attention particulière. Quel est votre regard sur votre enfance? Eh bien, j'ai eu une enfance vraiment très heureuse parce que j'ai la chance d'avoir des parents assez aventuriers qui nous ont permis, ma sœur et moi, ma sœur est bien plus jeune, elle a 10 ans de moins que moi, de vivre des aventures comme faire du camping sauvage tous les étés en Corse sur une plage absolument fantastique, et nous retrouvions plusieurs familles que nous appelions comme les Niçois aiment le faire. Voilà, il y avait le camp des Parisiens, le camp des profs, le camp, enfin voilà, et on se retrouvait comme ça sur cette plage fabuleuse de Corse. Ah, c'est un beau souvenir d'enfance, ça. Absolument, oui. Et si on en vient un petit peu à votre souvenir d'élève, quel serait le meilleur souvenir en tant qu'élève? Eh bien, en réalité, je n'ai pas vraiment de très bons souvenirs d'élèves parce que j'avais des maîtresses qui étaient excessivement sévères, qui m'appelaient par mon nom de famille, alors j'étais une petite fille bavarde et je prenais régulièrement parfois des gifles. Parfois, mes oreilles étaient tirées et je rentrais à la maison, voilà, un petit peu triste d'avoir des maîtresses qui n'étaient pas très gentilles, si bien que peut-être que c'est de là qu'est venue ma vocation et je me suis dit, moi, je deviendrai maîtresse d'école, mais je serai une gentille maîtresse d'école. Quel genre d'adolescente étiez-vous? Alors, en tant que adolescente, en tant qu'élève ou adolescente Oui, en tant qu'élève, mais aussi en tant qu'adolescente dans votre vie hors école, j'allais dire. Alors, en tant qu'élève, j'ai eu un déclic en 4e. Jusque-là, j'étais une petite élève. C'était un peu laborieux pour moi, l'école, mais il se trouve que mes parents travaillaient beaucoup et n'avaient pas beaucoup de temps à m'accorder, si bien que toutes mes autres copines avaient toujours de meilleurs résultats que moi. Et l'école, c'était douloureux pour moi. Et puis, arrivé en 4e, je pense que j'ai acquis une certaine autonomie et je suis devenue une bonne élève, voire
très bonne élève et ça a eu une incidence sur ma façon d'enseigner, mais peut-être que ça viendra plus tard, ce genre de questions. Et puis après, j'étais une adolescente qui devait s'occuper de sa petite sœur, qui avait 10 ans de moins, si bien que ça a été difficile, l'adolescence. J'ai pas pu avoir l'adolescence pleine de liberté, de facilité que doivent avoir les adolescents. J'avais déjà des responsabilités. Vous avez bien deviné, parce que ma prochaine question, c'est justement en quoi cette période d'adolescence a influencé le prof que vous êtes, mais aussi le parent peut-être que vous êtes. Alors, c'est plutôt les difficultés que j'ai eues avec mes enseignants lorsque j'étais plus jeune, surtout dans l'élémentaire, qui a eu une incidence sur ma façon d'enseigner maintenant. C'est-à-dire que je fais toujours en sorte, par exemple, d'évaluer les enfants. Vous voyez, je dis les enfants. D'évaluer mes élèves en fonction de ce que nous venons de faire en classe et pas forcément par rapport à ce qui a été revu à la maison, avec les parents, avec peut-être des professeurs particuliers qui vont aider les enfants. Et j'aime bien essayer d'évaluer avec une sorte d'équité. Et voilà, vous êtes tous à égalité. Je viens de faire la leçon, vous avez tous entendu la même chose. Et maintenant, on évalue. Maintenant, l'évaluation n'est jamais punitive. Si on n'a pas compris, eh bien, je reprends avec eux et la note doit refléter les efforts qui ont été faits et non être une sanction par rapport à ce qui a été compris au moment où l'évaluation est faite. Voilà. Maintenant, lorsque j'étais adolescente, eh bien, on a tous eu des professeurs qui nous ont marqués, qui nous ont plu, qui nous ont permis de nous révéler, et puis tous ces autres profs dont on se moquait parfois ou que l'on craignait et on avait peur de rentrer en classe, on avait mal au ventre et je me souviens d'ailleurs de certains camarades garçons qui étaient comme ça, qui roulaient des mécaniques lorsqu'ils étaient dans la cour de récréation, mais lorsqu'ils arrivaient en classe, là ils se faisaient tout petits et ils étaient vraiment terrorisés par certains profs et je ne crois pas que être craint, c'est la meilleure façon d'être compris par nos élèves. En tout cas, la pédagogie, elle ne passe pas par cela. Prof, etc. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois ? J'ai ri aux larmes pendant le confinement. Mon compagnon avait gardé une barbe de baroudeur et puis un jour, lorsque le confinement s'est terminé, il a bien fallu qu'il aille se raser et il est revenu me voir en ayant gardé la moustache et j'ai trouvé ça hilarant parce que sincèrement ça ne le mettait pas en valeur et ça m'a vraiment fait hurler de rire, si bien que j'ai pris une photo et quand j'ai des coups de blues, je regarde cette photo et immanquablement ça me refait rire. Vous nous la posterez en commentaire du podcast. Je lui demanderai si son accord parce que je crois pas qu'il soit très content. C'était a private joke. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qui soit professionnel ou plus personnel ? Un moment qui, de manière récurrente, vous fait plaisir ? Je crois que c'est le petit déjeuner, lorsque je suis toute seule dans la cuisine, que je prépare ce que je vais manger, je mets la télévision avec souvent les informations. J'ai souvenir d'une émission que j'adorais qui était présentée par Maïtena Biraben sur Canal+ et j'ai souvenir de me lever avec plaisir comme si j'allais retrouver des copines qui il y avait Caroline Roux qui avait une chronique, il y avait aussi la compagne de Cadmerade Vignali, et j'adorais cette émission et c'était je me levais avec plaisir. Bon, maintenant je regarde plutôt BFM avec plaisir. Voilà, et c'est un moment de tranquillité où c'est calme dans la maison, personne n'est réveillé. Quel a été votre plus gros mensonge ? Ouh là 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 là. Le mensonge ne fait pas vraiment partie de ma façon de fonctionner. Alors,
En tout cas, j'ai compris que le mensonge pouvait être pratique. Ma sœur vit aux États-Unis. Elle est devenue citoyenne américaine d'ailleurs, et donc je vais régulièrement lui rendre visite. Et c'est un pays où les gens sont absolument adorables. Les seuls qui sont vraiment très très sévères, voire plus que sévères, c'est à la douane. Et j'ai souvenir d'avoir fait semblant de ne pas comprendre, parce que ça m'arrangeait bien de passer pour la Française qui ne comprenait rien, et ça m'a permis de passer sans encombre, parce qu'il me posait des questions, et voilà. C'était voilà mon mensonge. C'est un gros petit mensonge. Oui, voilà. Quelle est la valeur qui a aujourd'hui le plus de sens pour vous? Alors il n'en faut qu'une. La solidarité. Être solidaire avec les gens qui sont importants pour nous. Donc la solidarité va amener évidemment une certaine honnêteté quant aux valeurs que l'on a. J'ai plaisir à dire que j'ai autour de moi des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, et même si ça peut m'amener des ennuis, peu importe, je resterai fidèle à mes amis en restant solidaire avec eux, quoi qu'il en coûte. Et de quelle manière parvenez-vous à intégrer cette valeur dans votre pratique de prof? Est-ce que c'est en la transmettant justement auprès de vos élèves, ou est-ce que c'est dans vos rapports avec vos collègues? Alors, en ce qui concerne les élèves, je le faisais déjà lorsque j'étais professeur des écoles avec les tout petits qui ont un grand plaisir à venir dénoncer leurs camarades, et je le fais aussi avec les adolescents maintenant qui ont une fâcheuse manie de se moquer les uns des autres, et je leur dis que voilà, c'est pas bien, il faut pas dénoncer, il faut pas écraser les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte. Donc j'essaie de leur transmettre ça. En tout cas, c'est pas que je ne donne pas crédit, mais en tout cas, je ne donne pas suite lorsque ce sont des délations qui ont pour but de faire du mal aux autres. Maintenant, je travaille beaucoup sur le harcèlement, et là, c'est une autre affaire. Évidemment, mais là, pour le coup, c'est être solidaire de ses camarades, et la délation devient un moyen de combattre ce fléau qui est le harcèlement. Après, vis-à-vis des collègues, j'avoue que en entrant dans le secondaire, j'ai été surprise. Les professeurs dans le secondaire ne se comportent pas tout à fait comme peuvent le faire les professeurs des écoles, qui sont attachés à leurs élèves, même s'ils ne travaillent pas forcément avec leurs autres collègues. Le professeur des écoles enseigne toutes les matières, si bien que l'enseignement a du sens dans la mesure où le professeur lui-même va faire du sens avec toutes les matières. Et lorsqu'on arrive dans le secondaire, toutes les matières sont éclatées, évidemment, puisque chaque professeur est détenteur d'une discipline, et je ne peux pas imaginer ne pas travailler en interdisciplinarité, parce que le savoir a besoin de s'ancrer dans des choses qui sont concrètes, si bien que je ne peux pas ne pas enseigner avec les autres enseignants. Et eh bien, c'est difficile. Alors j'en ai trouvé quelques-uns, mais c'est pas si facile de trouver des enseignants qui ont cette philosophie-là de l'interdisciplinarité. Vous parliez du savoir, et quel mot selon vous compléterait le mieux ce mot savoir? On nous a appris lorsque j'étais étudiante et que je passais le concours de l'IUFM. Maintenant, c'est devenu l'ESP, mais bon, à mon époque, c'était l'IUFM. On nous disait, il faut enseigner, transmettre le savoir-être, le savoir-faire. Ce que j'explique aux enfants, à mes élèves, c'est que savoir, c'est un petit peu comme, je fais une métaphore en leur disant, c'est comme si vous aviez un frigo qui est plein de nourriture. Maintenant, si vous ne savez pas les cuisiner, ces choses-là, si vous ne savez pas les mettre en interaction pour sublimer
les goûts et faire que on a encore plus envie d'y goûter et d'y revenir, alors ce sera pas formidable, quoi. Il faut absolument apprendre à utiliser tous ces savoirs pour en faire quelque chose. Et donc, c'est un petit peu cette vision-là que vous leur donnez de votre métier, finalement. Exactement. Prof, etc. Quelle est la compétence ou la capacité qui vous rend bien des services dans votre vie et qui vous rend un petit peu fier de vous? Ce qui me rend fier de moi, c'est d'être capable de mettre en place des projets pédagogiques qui vont sortir de leur zone de confort les élèves et leur permettre eux-mêmes de se rendre compte qu'ils savent faire des choses et qu'ils vont pouvoir eux-mêmes devenir fiers de ce qu'ils ont fait, notamment avec des pièces de théâtre que j'écris, que je mets en scène. Et les élèves sont complètement tétanisés parce que tout d'un coup, alors je l'ai fait avec des petites sections, des moyennes sections, je l'ai fait à tout âge. À l'adolescence, c'est peut-être encore plus difficile parce qu'ils ont du mal avec leur propre image, avec ce que les autres vont penser d'eux. Et évidemment, ce que j'écris pour eux, parfois on le fait ensemble, l'écriture, ça va être de l'autodérision souvent. Et ça, c'est compliqué pour des adolescents. Et puis, être face à un public, c'est difficile. Et quand évidemment, je ne leur donne pas le choix, donc il faut qu'ils le fassent. Et au début, ils sont excessivement réfractaires, ils m'en veulent. Parfois, ça passe par le conflit. Et puis, quand ils se rendent compte qu'ils y arrivent, quand ils se rendent compte que c'est en étant solidaires les uns avec les autres, en s'écoutant les uns les autres, en s'aidant, parce que il ne suffit pas d'être bon soi-même, il faut tous être bons, un petit peu comme une équipe. On ne gagne pas tout seul. Il faut absolument qu'ils soient tous sur le même tempo, sur le même rythme. Et lorsqu'ils passent sur scène, voir la fierté dans leur regard, ça c'est, vous voyez, j'en ai la chair de poule rien que d'en parler. C'est exactement ce que j'attends de moi en tant qu'enseignante, rendre les élèves fiers de ce qu'ils donnent, de ce qu'ils font. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une seule journée, vous choisiriez qui? Alors j'ai beaucoup travaillé avec le CNRS, on en parlait tout à l'heure, sur toutes ces femmes scientifiques absolument extraordinaires qui se sont fait voler leur prix Nobel. Ça s'appelle l'effet Mathilda. Et ces femmes-là ont travaillé d'arrache-pied sur des projets absolument extraordinaires. Et puis, ce sont leurs directeurs de recherche, ce sont d'autres collègues qui se sont attribués leur découverte. Et donc, j'ai monté une scénette pour leur rendre hommage. Est-ce que je choisirais d'être l'une d'entre elles? Je ne sais pas. Marie Curie, elle a eu la chance d'avoir un mari qui, lui, s'est battu pour qu'elle soit reconnue en tant que femme scientifique. Peut-être que j'aimerais être Mileva Einstein. Parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas seulement ce grand homme qui effectivement était un génie, mais c'est parce qu'il a travaillé d'arrache-pied avec sa femme, qui a fait ses études en même temps que lui, qui avait même de meilleurs résultats que lui, et qui, en tombant enceinte, n'a pas pu continuer ses recherches toute seule. Enfin, comment dire, avec son nom propre, en son nom propre, elle a continué de travailler avec son mari, tout en restant dans l'ombre. Tout ce qu'on sait, malgré tout, c'est que son mari, en obtenant le prix Nobel, lui a quand même restitué l'argent qu'il a obtenu. C'est peut-être un aveu, mais en tout cas, lui ne l'a jamais reconnu comme ayant été sa partenaire, son équipière. Voilà, donc Mileva Einstein peut-être. Prof, etc. Comment définissez-vous le succès? Pour moi, le succès, c'est d'être d'abord fier de soi. C'est ma philosophie de vie. J'essaie toujours d'œuvrer pour
être fière de ce que j'ai fait. Alors je suis une grande bricoleuse, j'aime beaucoup travailler de mes mains, j'aime être dans le plâtre et dans le ciment. Voilà, j'aime la construction en fait, et peut-être que c'est le fil conducteur de ma façon de vivre. Et voilà, être fière de moi, rendre les autres fiers d'eux-mêmes, c'est ça le succès. Peu importe les applaudissements, peu importe qu'on vienne me dire que ce que j'ai fait c'est bien. Moi, ce qui m'importe, c'est d'abord que moi je sois fière de ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux élèves et aux enfants. N'attendez pas de lire dans le regard de l'autre ce que vous avez envie. N'attendez pas que le regard de l'autre soit le miroir de ce que vous avez envie d'y lire. Soyez déjà capable d'être fier, vous, de vous-même, et là, vous aurez tout gagné. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années? Pouvoir recommencer à travailler avec mes deux acolytes. Voilà, j'ai rencontré 2 personnes absolument extraordinaires. Sabrina Sylvestre, qui est professeure documentaliste, référente culture, et qui est juste extraordinaire parce que c'est une personne ressource qui est capable de monter des projets, qui n'a jamais été reconnue. Je pense à la hauteur de ses compétences par ses collègues qui n'attendaient d'elle que elle récupère une demi-classe pour faire quelques recherches et leur donner quelques petites astuces pour utiliser le numérique, alors que c'est une personne absolument extraordinaire qui a beaucoup de connaissances et qui a beaucoup de références et qui peut comme ça aider à donner la culture, notamment la culture scientifique ou la culture littéraire, qui va aider à nourrir un projet. Et puis un autre professeur qui est Jean-Louis Felt, qui était ingénieur à Amadeus et qui a décidé, juste parce que c'est sa vocation, de devenir professeur de mathématiques, et qui est un référent numérique absolument extraordinaire. Et avec ces 2 personnes, nous avons monté des pièces de théâtre absolument formidables qui ont fait l'inauguration, notamment 2 années de suite de la Semaine du cerveau du CNRS, l'inauguration de l'INSERM Festival à Lumini. Nous avons aussi travaillé avec le journal Le Point. Et c'était juste extraordinaire pour ces enfants de sortir de l'enceinte du collège, de l'enceinte de la classe, pour se rendre compte que le savoir qu'on leur donne, c'est vraiment fait pour aller vers l'extérieur, pour s'ouvrir à de nouvelles personnes. Et merci aussi à tous les chercheurs du CNRS qui nous ont accueillis, qui nous ont parlé, qui ont communiquer avec les élèves comme si c'était des adultes, en leur montrant qu'ils ont une vraie valeur, et ce ne sont pas juste des adolescents. Et ça c'est formidable. Enfin voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Merci Sandrine. Vous étiez ma première invitée, donc je vous remercie tout particulièrement, parce que c'est pas facile de commencer un projet comme ça sans trop connaître ce qu'il y a derrière. Alors 1000 merci, et j'espère que ça donnera envie à d'autres de venir me rejoindre de temps en temps pour nous parler de leur vie, de leur métier et de tout ce qui les intéresse ou qui les passionne. Merci Sandrine. Je suis donc la marraine de l'émission. Ouais, on peut dire ça. Très bien. Merci à vous.